Bonjour Philippe Lebas. Bonjour. Vous êtes conseiller d'État vaudois en charge du dossier de l'asile dans votre canton. Vous êtes donc aux prises directes avec le collectif R puisque vous êtes chargé de la procédure renvoi des cas Dublin. Pour vous, la position du collectif, celle du curé Pittet, elles sont totalement injustifiables? Bon, je comprends qu'on s'interroge sur les législations, qu'on ne doit pas appliquer aveuglément, sans réflexion. Mais il conviendrait de corriger un certain nombre d'éléments qui ont été énoncés dans votre reportage. D'abord, les accords de Dublin, qui sont justement au centre de cette contestation, prévoient simplement de définir quel est le pays européen qui traite la demande d'asile. Le collectif R, l'abbé Pittet en question, s'oppose à l'application des accords de Dublin. Il faut voir que les accords de Dublin, c'est renvoyé dans un pays européen qui traitera la demande. Si on n'applique pas les accords de Dublin, il y a deux conséquences. C'est la personne qui ne recevrait pas l'asile n'est plus renvoyée en Europe, mais dans son pays d'origine, d'où elle se prétend menacée. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est pas de savoir si on va accueillir 112, 115, 120 ou 122 personnes. Il y a en 2014 625 000 personnes qui ont cherché l'asile en Europe. Si on n'applique plus les accords Dublin, ça veut dire que tous les requérants d'asile déboutés dans un pays européen retenteraient leur chance en Suisse. Parce que c'est contre cela, le tourisme de l'asile, que les accords de Dublin ont été signés par la Suisse et acceptés très largement en votation populaire. Vous avez dit, si on n'applique pas les accords de Dublin, la conséquence, c'est que ces personnes seront renvoyées non pas dans un pays de l'Europe, mais vers leur pays d'origine. En fait, la conséquence, c'est que leur procédure d'asile serait traitée en Suisse. Enfin, c'est ce que demande le collectif. Alors, les accords de Dublin règlent la question de savoir quel est le pays européen qui traite la demande d'asile. S'il n'y a pas d'accord de Dublin qui s'applique, c'est donc la Suisse qui traitera. Ce qui ne signifie pas que l'asile sera obtenu au terme de la procédure suisse. Les accords de Dublin, c'est qu'un problème de définition, de compétence de traiter une demande d'asile et rien d'autre que cela. Alors j'accueille aussi Pierre Buller, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de théologie à l'université de Zurich. Vous avez lancé un manifeste avec certaines personnalités, notamment en Suisse alémanique, un manifeste intitulé « Les églises comme lieu d'asile ». Vous, clairement, vous appelez à la désobéissance civile. Pourquoi? Oui, tout à fait. Alors je dirais que dans une perspective démocratique, une société... C'est ce que nous disent en tout cas les philosophes qui travaillent en philosophie politique. Une société n'est toujours que presque juste. Elle n'est jamais totalement juste. Et donc il y a toujours à nouveau des écarts entre les principes auxquels se réfère une société et certaines décisions ou certaines applications. Et en ce sens, quand un problème devient pressant, comme peut-être justement aujourd'hui la question de l'asile, les autorités vont peut-être tendre à trouver des solutions pragmatiques, des solutions on pourrait dire de réalisme, et on oublie un peu les principes. Et donc, en ce sens-là, je dirais la désobéissance civile, c'est une possibilité pour le citoyen ou pour un groupe de citoyens de marquer cet écart et de protester contre cet écart, de rappeler qu'il peut y avoir des principes inviolables qui sont en jeu dans des questions d'asile, par exemple. Les politiciens ont oublié les principes et puis essayent d'agir pragmatiquement. D'abord, la désobéissance civile, c'est donc le refus de respecter la loi. C'est cela. Ça veut dire... Il reste encore à savoir au nom de quelle loi. Alors, au nom de quelle loi? Mais c'est donc se placer au-dessus de la loi, en disant que cette loi-là, moi, je décide personnellement, souverainement, de ne pas l'appliquer. C'est ça le principe. Attendez, je terminerai si vous voulez bien. C'est donc précisément cela, la désobéissance civile, au nom, dit-on, d'une conscience qui est individuelle. Chacun a ses valeurs, chacun a sa conscience. Il n'y a tout simplement pas de vie en société possible si chacun est le juge ultime et décide quel est le cadre légal qui régit sa vie et celle des autres. Vous ne pouvez pas considérer dans un pays démocratique que chacun définit la loi qu'il respecte et la loi qu'il entend souverainement violer. Il n'y a pas de vie en société possible comme ça. Alors, moi, je comprends bien la philosophie, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on est magistrat, lorsqu'on est soucieux de faire fonctionner une société, elle ne peut pas vivre d'absolu
incarner en ce bas monde. C'est tout simplement pas possible. Parce que vous avez dans toutes les sociétés des tensions. Et donc vous devez régler des tensions en ayant à l'esprit les valeurs qui vous animent, mais vous ne pouvez pas, sous peine de vivre dans un absolu qui est insupportable, considérer que vos valeurs, à vous, personnelles, s'imposent aux autres et à l'ensemble de la société. De la désobéissance civile en contexte démocratique, est-ce qu'on peut s'opposer à une loi votée démocratiquement? Est-ce que le peuple a toujours raison, finalement? Je dirais, pour un peu proposer une autre position, c'est qu'il n'en va pas tellement d'une conscience individuelle qui se placerait au-dessus de la loi et qui jugerait dans sa conviction personnelle. Ça peut être une entité collective qui prend une décision et ça doit toujours pouvoir être justifié au nom d'une légitimité qui est celle des principes. Donc il y a une constitution, j'ose terminer aussi, il y a une constitution, il y a une déclaration des droits de l'homme, donc il y a des droits humains qui sont en jeu et il y a certaines règles, si je pense par exemple à la Constitution fédérale, il y a des articles dans le début de la Constitution qui disent très clairement que toute personne en Suisse doit être traitée sans arbitraire et selon les règles de la bonne foi. Et donc il y a des écarts possibles et je crois qu'on doit les justifier. C'est clair que quelqu'un qui prend position contre une loi doit pouvoir défendre une légitimité éthique qui est celle de déclaration supérieure. Ce n'est pas juste la conscience personnelle qui... Eh bien, tout le problème est là, parce qu'il s'agit de savoir qui définit les principes que vous qualifiez comme étant supérieurs à la législation. Non, ils sont constitutionnels. Que dit la Constitution? La Constitution, elle dit en effet qu'on doit refuser l'arbitraire. Oui. Toutes les décisions touchant l'asile sont toutes susceptibles de recours devant les tribunaux, indépendants, contrôlés. C'est pas simplement, on décide pas que M. Tartampion va être envoyé en Italie ou en Hollande. Il y a toute une procédure, il y a une instruction qui est faite, contradictoire, avec l'assistance d'un avocat. Ensuite, il y a les tribunaux. Vous pouvez recourir contre toutes les décisions jusqu'au tribunal fédéral, autorité indépendante. J'aimerais quand même voir ce que permet la loi sur l'asile en question de recours et de recours à des avocats. Constitutionnel. Oui. C'est le cadre constitutionnel. Oui, mais justement, la loi, elle a tellement limité et restreint cette possibilité qu'il y a un écart entre les principes constitutionnels et les lois. Alors, si le système institutionnel ne vous convient pas, ce que je peux entendre, eh bien, on modifie le système institutionnel. Vous avez le droit de lancer une initiative. C'est bien l'idée. Eh bien, je l'attends. On ne viole pas la loi, on propose un changement de la loi. Parce que si chacun décide quelle loi il respecte et quelle loi il viole, c'est l'anarchie. Et vous me permettrez de le dire. Oui, je vous écoute d'ailleurs. C'est faire quand même preuve d'une arrogance folle. Non, moi je pense pas. Je décide souverainement les valeurs qui doivent être incarnées, et je me permets de dire que ceux qui ne reconnaissent pas ces valeurs-là sont dépourvus d'humanisme. C'est la question, bien sûr qu'il y a un jugement. C'est la question de la place d'une minorité qui va contre une volonté démocratique majoritaire. Quelle place pour cette minorité, en réalité? C'est ça. Je crois que le système démocratique n'a jamais prévu que la majorité allait décider définitivement de certains principes fondamentaux. On a reconnu qu'il y avait un principe supérieur qui est celui des droits humains et on ne les décide pas, on les reconnaît. Et en ce sens, il y a un écart entre les principes fondamentaux et les lois. Et quand la loi est tellement restrictive, on vient de voter le 5 juin, encore une fois, beaucoup de restrictions dans l'application de la loi sur l'asile. Il faut marquer par une protestation, mais ce n'est pas le chaos, ce n'est pas l'anarchie. Monsieur Müller, chaque paroisse... J'aimerais pouvoir aborder la deuxième partie de ce débat, parce que vous êtes professeur de théologie, Monsieur Müller, et beaucoup de personnes qui sont actifs dans la désobéissance civile par rapport à l'asile le font au nom de valeurs chrétiennes. En quoi est-ce qu'on peut désobéir à la loi par rapport à des valeurs qui nous sont propres, par exemple? Alors moi je dirais que la désobéissance civile, il faut pouvoir la justifier dans une perspective éthique et politique. Alors qu'il y ait ensuite des motivations religieuses qui peuvent conduire une paroisse ou un groupe dans une paroisse ou un collectif à marquer cette protestation contre un écart, c'est des motivations mais qui jouent indirectement. C'est-à-dire que je ne suis pas en faveur d'une désobéissance civile qui dirait c'est à partir de Jésus. Je pense qu'il faut pouvoir
traduire cette conviction religieuse dans une argumentation Mais est-ce que le message évangélique politique. appelle à la désobéissance? Mais le message évangélique souligne qu'il y a une question de conscience. Et même si les textes bibliques nous appellent à la soumission aux autorités, la limite est donnée par un principe de conscience. Si la conscience est blessée ou si la conscience est en désaccord avec les autorités, il y a une possibilité de protestation. Oui. Philippe Lebas, vous êtes aussi chrétien, ce sont des valeurs que vous partagez. Alors ce message évangélique qui appelle effectivement à une forme de désobéissance, vous le comprenez comment? Ces valeurs-là, vous les mettez comment en action dans votre travail de conseiller d'État? Je dirais d'abord deux choses. D'abord, quand vous dites les valeurs fondamentales, quand les valeurs fondamentales sont heurtées, il y a une espèce de droit à la résistance, ce que je peux entendre. Mais de dire que c'est la France et pas la Suisse qui traite une demande d'asile, d'en faire une atteinte aux valeurs fondamentales, lorsque l'on désigne l'autorité compétente pour traiter un cas, eh bien, si c'est cela, eh bien, la conscience, cette désobéissance civile-là, permet tous les dérapages. Ça, c'est le premier exemple facile Vous prenez un exemple facile avec la France, parce que vous pouvez prendre l'exemple de la Bulgarie, vous pouvez prendre l'exemple de l'Italie, et à ce moment-là, il y a de Suède, de la Hollande, et vous avez tous les pays. Vous indiquiez tout à l'heure qu'au-dessus de la Constitution, il y avait la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, tous ces pays l'ont ratifié. Oui, mais ne l'appliquent pas. Sur la question... Je pouvez voir en Hongrie et en Bulgarie. Maintenant, j'aimerais répondre parce qu'on va bientôt devoir conclure. Sur la question de du devoir de respecter ou non pour un chrétien l'autorité. C'est une question qui est compliquée. Oui. Moi, je me préserverais de toute réponse facile. Mais il y a tout de même, dans l'Évangile, deux épisodes qui méritent d'être soulignés. Le premier, c'est lorsqu'on demande au Christ, dois-je payer l'impôt à César? Autrement dit, dois-je reconnaître en Israël le pouvoir de l'envahisseur et une certaine légitimité de l'envahisseur? Quelle a été la réponse du Christ? C'est intéressant. Il a dit, rendez à César, je termine ici, rendez à César ce qui est à César, autrement dit, payez l'impôt, respectez l'institution, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui sous-entend, je terminerai, ce qui sous-entend que nous devons respecter l'autorité lorsque celle-ci ne se prend pas pour Dieu. C'est justement là la limite. Alors, et on ne peut pas banaliser. 10 secondes, parce qu'en fait, nous sommes déjà un petit peu en dehors, excusez-moi, du temps imparti. En 10 secondes là-dessus, je vous laisse juste répondre. Alors moi je dirais que la question de César, c'est la question de savoir combien cette autorité-là est au service de principes fondamentaux qu'elle respecte, jusque dans ses applications et dans ses lois. Et donc il y a toujours des écarts. On ne mettra pas d'accord sur le texte si vous lisez, c'est audacieux de l'interpréter. Romains 13 dit avec le principe de conscience. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Si vous souhaitez y réagir, d'ailleurs, vous pouvez vous aussi nous faire part de vos commentaires à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors en postant un message sur notre page Facebook.